Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parti-Cycle sur Motors TV. L'équipe de Motor Live et moi-même, nous vous avons prévu un programme assez tonique pour la demi-heure à venir. Didier Meyer vous invite à le suivre du côté de Barcelone pour l'essai de la nouvelle MV Agusta Brutal 800, censée être une moto de passionné, facile et exploitable au quotidien. Avec un nom pareil, Brutal, on est en droit d'en douter, mais enfin on verra ça un petit peu plus tard. En revanche, une chose est sûre, la KTM 1290 Super Duke GT va vous donner des airs de touring. C'est du bestial, je peux vous dire que sur les routes de Majorque, j'ai pas vraiment eu le temps d'admirer le paysage, je vous en laisse juge aussi. Pour conclure l'émission, Maya Camus vous propose de la rejoindre en Californie, du côté de Scotts Valley, pour être précis, à la découverte d'une moto électrique, la Zero DSR, un foudre de guerre, m'a-t-elle dit. Mais pour commencer, direction l'Espagne avec Philippe Monrey qui s'est rendu du côté de Séville pour tester ce qui pourrait bien devenir l'une des stars des permis à deux, la nouvelle Honda CB500F, un diamant. Ah non, ça c'est de l'italien, ça, c'est pas... Bonjour, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous sommes en Espagne, à l'essai, 3 versions de cette 500 CB. La F, la R, puis une version qu'on adore, la X, et tout ça en permis A2. Ça, c'est bien pour les débutants. On part tout de suite avec la version F. Dès le premier regard, on voit que Honda a voulu faire une moto plus sexy que par le passé. On quitte presque le monde de la basique pour celui du roadster. Les nouvelles écopes de réservoir plus courtes dégagent le moteur. Cela met en évidence les nouveaux carters bronze. Le capotage de phare est acéré, l'arrière affiné avec une selle passager rehaussée et la suppression des poignées de maintien donne une touche plus sportive. Avec l'ajout de feux à LED, on a une moto bien plus valorisante, même au niveau de l'échappement plus court et plus vivant. La finition est aussi en hausse et rien à redire désormais. Il faut aussi regarder du côté de l'ergonomie avec un levier de frein avant réglable sur 5 crans et des repose-pieds plus stables avec platine aluminium pilote et passager. Alors quand on monte sur cette moto, déjà, on est bien, hein, on s'aperçoit que c'est une petite moto qui se pilote très facilement. Une moto pour débutants, hein, c'est ce qu'on a voulu faire chez Honda. Une moto facile, une moto qui freine, et une moto bien sûr avec l'ABS, ça aussi c'est un gage de sécurité. Au niveau de la position, alors position on est sur un vrai roster, hein, on a un cintre plat, on n'a aucune protection, mais on peut quand même s'amuser, c'est assez joueur sur les petites routes, même si on peut penser que ça mange un peu d'allonge, mais c'est pas le sujet parce que c'est une moto réservée aux possesseurs de permis A2 et aux débutants. Les commodos inversent l'emplacement habituel du klaxon et des clignotants, un coup à prendre chez Honda depuis déjà quelques années. Il intègre également les warnings et un coupe-contact. L'instrumentation, entièrement numérique, surplombe le phare. Sur fond bleu, elle propose les informations usuelles, contour, totalisateur, montre, mais aussi une jauge à essence à segment avec un indicateur de consommation instantanée et moyenne. Le tableau de bord de la Honda CB500F est bien lisible, mais on aurait apprécié avoir un indicateur de rapport engagé, pratique pour les débutants. Pour le moteur, aucun changement par rapport à la première génération de 2013. Un moteur bicylindre en ligne de 471 cm3 qui délivre ses 35 kW à 8500 tours-minute avec un couple maxi de 43 Nm à 7000 tours-minute. Une courbe de puissance très linéaire qui gomme donc les sensations. Au niveau des caractéristiques moteur, c'est vrai que si on est un peu déçu, mais c'est la réglementation du A2, on peut penser que Honda a voulu jouer la sécurité absolue avec un châssis super efficace et puis un moteur un peu linéaire hein, qui ne surprend pas le pilote à bas régime avec son manque de couple. Une boîte à 6 rapports, bien étagée, même si c'est surprenant, on est quand même obligé de changer beaucoup de vitesse. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans une grosse cylindrée, donc il faut quand même un petit peu tirer dedans.
pas beaucoup de puissance à bas régime. C'est un peu surprenant pour un moteur qui n'en a pas beaucoup non plus en haut. Finalement, le tort vient peut-être de l'excellente partie cycle, d'une rigueur impressionnante et qui ne se laisse jamais prendre en défaut, même en conduite sportive. On peut ajuster les suspensions car la fourche est désormais réglable. L'amortisseur ProLink l'était déjà sur 9 positions pour durcir un peu le tout et gagner en stabilité en virage. Il y a la possibilité, pour ceux qui vont aller mettre leur roue sur circuit, avec la version R, de régler les suspensions. Ça, c'est pas mal. Alors, un seul disque à l'avant, un disque de 320 mm, ça freine. Il n'y a aucun souci de freinage sur cette machine. Et en plus, on a l'ABS, et ça, c'est aussi un gage de sécurité. Alors, il y a un truc qui est énorme sur cette machine, c'est l'autonomie. On a 500 km d'autonomie, elle consomme peu. On a un réservoir de 16 litres 7. C'est une machine économe, parce que peu puissante, on va peser le pneumatique. Une moto relativement légère, on l'a dit tout à l'heure, 192 kg tout plein fait. Ça veut dire qu'on ne va pas non plus trop taper dans les freins. Ça veut dire que c'est une moto où on va dépenser peu pour rouler beaucoup et pour apprendre à rouler à moto. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Didier en Andalousie. Bonjour, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous vous proposons à l'essai cette MV 800 Brutal, millésime 2016, et nous allons voir sur les routes andalouses si elle est toujours aussi bestiale. A tout de suite. Les temps changent et même MV se repositionne dans l'ère du temps où la performance dédiée aux esthètes du pilotage n'est plus de mise. MV veut élargir sa clientèle et être une marque ultra premium. Belle, chère, équipée, facile et exploitable au quotidien, mais qui rime toujours avec passion, précision et émotion. Tel est le nouveau positionnement de la MV Brutal 800 opus 2016, troisième génération du nom. Un peu moins bestial donc, mais sans perdre son âme. Un pari important puisque la Brutal est la moto la plus vendue par MV et représente 25% de sa production. La Brutal intègre un nouveau phare avant totalement à LED avec un feu diurne en bas couplé au logo éclairé en haut. Le soin du détail jusque dans la signature. Le phare qui caractérise la Brutal depuis sa naissance en 675 cm3, voilà déjà 15 ans, est toujours de forme elliptique, mais tous les feux passent au LED, même les clignotants. Ils sont tout petits et ceux de l'arrière ne sont plus fixés sur la selle, mais directement sur un appendice accroché au monobras oscillant. Cela dégage toute la selle et rend l'arrière encore plus fluide et aérien. Nous voilà donc au guidon de cette Brutal 2016. Un changement déjà de position de conduite que l'on constate immédiatement en se mettant au guidon. Plus large, un peu plus haut. L'instrumentation est reprise de la Dragster, mais pas très lisible. On lit les kilomètres-heure, le rapport engagé principalement et le compte-tours à barre graphe. Également les niveaux de traction control et d'ABS et de map moteur. Le moteur passe de la couleur alu au noir, mais il a grandement évolué. Le 3 cylindres offre une puissance maximale de 116 chevaux à 11 500 tours minute, en baisse de 9 chevaux, au bénéfice du couple qui grimpe de 25% entre 5 500 et 8 000 tours minute, avec un maxi de 85 Nm à 7 600 tours minute. Donc dans cette version Euro 4, moins puissant mais bourré de couple entre 5000 et 8000 tours, ce qui donne une parfaite exploitation et un moteur finalement beaucoup plus agréable, surtout qu'il est associé à un shifter montée-descente qui permet de ne plus débrayer. Les rapports rentrent directement au sélecteur. Et on se laisse enjouer par la sonorité du moteur qui a perdu peut-être un petit peu, mais pas trop. On enroule les virages, d'autant que la poignée de gaz ride-by-wire, totalement électronique, est un must de précision. L'injection est gérée à la perfection et pas le moindre à-coup, même en reprenant à très bas régime. L'embrayage est désormais à commande hydraulique avec système anti-broutement, tandis que la gestion du moteur revient au système MVICS avec 3 cartographies pré-réglées, Rain, Normal et Sport. Un mode custom est programmable. Nous avons opté pour le mode normal, bien suffisant en termes de sensations et parfait si l'on adopte une conduite fluide.
Alors une moto parfaitement équilibrée. On a une suspension désormais réglable, tout comme le monoamortisseur arrière Sachs. Et c'est vraiment un régal sur ces routes un peu mauvaises. Ça ne perd pas du tout de sa précision, de son agilité. Une moto super efficace, sûre, et ça absorbe les bosses totalement. Un vrai régal. Et je dois dire que les 800 cm3 sont largement à la hauteur et largement suffisants pour se faire plaisir avec une moto qui reste raisonnable au niveau poids. Au niveau du freinage, il est totalement à la hauteur. On retrouve fourche inversée, étrier 4 pistons radio, double disque avant de 320 mm, associé à un ABS réglable sur 4 niveaux qui ne perturbe pas du tout la conduite et qui la rend un peu plus sûre. Il faut dire que la nouvelle MV est aussi chaussée de Pirelli Diablo Rosso 3, la nouvelle montre du manufacturier italien qui se montre efficace dès les premiers mètres, la chauffe étant instantanée. La Brutale garde donc sa trajectoire en toutes circonstances et même si la selle se montre ferme, le confort reste bon. Pas de souffrance même après les 200 km effectués à son guidon. Le problème avec ces MV, c'est qu'elles sont belles, attachantes et dotées d'un caractère dont on ne se lasse pas. C'est vraiment une moto pour se faire plaisir, pour rouler décontracté, car tout se maîtrise à bord et c'est ça qui est génial. Bon, il va falloir la rendre, c'est un peu dommage. La Brutale 800 s'ouvre enfin à un plus large public grâce à son moteur totalement exploitable et à ses assistances judicieuses sans être omniprésentes. Le 3 cylindres n'a surtout rien perdu de sa vocalise avec les normes Euro 4. MV fait le choix du luxe et d'un niveau d'équipement premium pour séduire une clientèle haut de gamme qui désire aussi se faire plaisir sans devoir être un pilote. Le pari est réussi sur le plan du comportement et des sensations, reste plus qu'à attendre l'accueil du public. The Beast, c'est ainsi que KTM a surnommé la Super Duke R lors de son lancement début 2014. Autant dire que sa déclinaison voyageuse, la Super Duke GT, doit plus tenir du TGV que de l'Orient Express. Ce n'est d'ailleurs pas à Venise ni même à Vienne que nous nous sommes rendus pour juger de la pertinence de la nouvelle KTM, mais sur les routes de Majorque, en Espagne. Bon, de prime abord, hormis la position de conduite légèrement différente en raison d'un guidon plus large de 25 mm, je suis pas totalement dépaysé par rapport à la Super Duke R. Hein. En revanche, elle donne la sensation d'être vraiment beaucoup plus volumineuse. Esthétiquement, la Super Duke GT se distingue de la version Roadster. La tête de fourche plus plongeante, avancée et déconnectée de la fourche, intègre un phare aux dimensions plus généreuses. Un pare-brise réglable manuellement et sans outil fait aussi son apparition. En option, il peut être fumé. La boucle arrière plus longue et renforcée peut accueillir confortablement un passager. En option, là encore, elles peuvent être chauffantes. En revanche, la prédisposition pour l'accueil des valises latérales est proposée de série. Alors même si c'est pas la sensation qu'elle donne en premier lieu, la Super Duke GT offre un confort supérieur à la version Roadster. Et pas seulement parce qu'elle est équipée d'un pare-brise qui pour le coup n'est pas hyper protecteur. En fait la protection provient plus du réservoir qui est plus haut et des écopes qui sont plus larges à mon avis. Enfin c'est toujours mieux que sans pare-brise du tout. Hein. Ce qui change tout en matière de confort, c'est vraiment la suspension semi-active. De série, la Super Duke GT est équipée d'une fourche inversée de 48 mm de diamètre à l'avant et un amortisseur monochoc à l'arrière. Cet ensemble signé WP est géré électroniquement. Il est possible de choisir parmi 3 modes d'amortissement, confort, street et sport. La sélection se fait en naviguant dans le menu de l'ordinateur de bord. Ensuite, une unité de contrôle baptisée SCU adapte automatiquement le réglage des ressorts en fonction de la charge qu'ils reçoivent. Ce système d'amortissement est vraiment très bien conçu. En mode confort, les capteurs analysent les mouvements de la moto et durcissent ou assouplissent la suspension pour que l'assiette de la moto soit la plus horizontale possible en toutes circonstances. L'idée en fait c'est que les passagers soient les moins brusqués possible. En mode sport par contre le SCU se débrouille pour que les roues soient le plus possible collées à la route pour offrir un grip maximal. Personnellement je préfère le mode sport, je trouve que les autres modes, même street, rendent l'arrière trop souple
et au regard du revêtement parfois un petit peu glissant qu'on rencontre à Majorque et des performances assez exceptionnelles, il faut bien le dire, du bicylindre que j'ai entre les genoux, je veux pas laisser le moindre flou s'installer. 173 chevaux, c'est la puissance développée malgré son passage à Euro 4 par le LC8 de 1301 cm3 à 9500 tours minute. En matière de couple, elle n'est pas en reste puisque le bicylindre délivre 144 Nm à 6750 tours minute. Légèrement moins puissante que le Roadster, la GT offre plus d'allonge pour compenser son gain de poids qui s'établit à 228 kg tout plein fait, en partie due à une augmentation du volume du réservoir. Pour allier deux stations-service distantes d'environ 300 km, la Super Duke GT peut en effet accueillir 23 litres de carburant. Pour freiner l'ensemble, la roue avant est équipée d'un double disque de 320 mm et deux étriers radio Brembo à 4 pistons. À l'arrière, un simple disque de 240 mm est mordu par un étrier Brembo à double piston. Et pour que le voyage soit encore plus sûr, KTM a doté la Super Duke GT d'un maximum de béquilles électroniques, comme le Traction Control et l'ABS en courbe, mais aussi un anti-dribble MSR qui empêche le blocage de la roue arrière au rétrogradage en relançant automatiquement le régime moteur. Alors surtout, n'allez pas croire qu'avec toute cette électronique, la Super Duke GT est du genre aseptisé. C'est même à se demander ce qu'elle a d'une GT. En fait, ils font autant de GT non pas comme dans la moto, mais plutôt comme dans la voiture. Ce serait plus une Bugatti Veyron qu'une Audi A8 si vous voulez. C'est un monstre quoi. Hormis la légèreté, elle conserve pratiquement tout de la Super Duke R. Elle est absolument explosive, même en troisième, la moindre sortie de courbe, la moindre rotation prolongée de la poignée peut déclencher un wheeling, vite interrompu toutefois par l'électronique, mais enfin quand même. Et que dire du freinage, c'est tout simplement diabolique. Mais le plus surprenant, c'est le sentiment de confiance qui naît de l'ensemble. Hormis sur route très glissante, enfin bon là c'est normal, on sent que la roue avant est rivée au sol, les changements d'angle sont évidents, et surtout l'adéquation entre la poignée d'accélérateur ride-by-wire et le régime moteur est très soignée, la réponse est immédiate et très fine. D'ailleurs, je me suis pas privé de passer la cartographie moteur de street à sport, de sport à rail en fonction du type de route qu'on a emprunté. Et franchement, au regard des performances moteurs, c'est pas du luxe. Et au bout de 300 km de petite route bien virevoltante, je suis épuisé, mais j'ai mal nulle part. La KTM 1290 Super Duke GT est inclassable. On devrait la comparer à une Kawasaki Z1000SX, mais nettement plus rageuse et surtout beaucoup plus chère, sachant qu'elle réclame au minimum 18 200 € hors option. Elle se retrouve donc face à des maxi-trails sportifs comme la Ducati Multistrada 1200 ou la BMW S1000XR, certes moins bouillonnant, mais dont la vocation semble plus claire. Quand les concurrentes jouent la carte du touring sportif, la Super Duke GT semble taillée pour régner sur le rallye routier. Alors, ready to race ? Retrouvons tout de suite Maya en Californie. Nous voici au restaurant chez Alice, Alice's Restaurant. On est sur le Skyline Boulevard, une route très célèbre qui parcourt les montagnes entre la Silicon Valley, Santa Cruz, San Francisco. Des routes magnifiques. Donc nous sommes en Californie pour essayer la nouvelle DSR de Zero Motorcycle. Zero Motorcycle, vous savez, ce sont des motos électriques qui sont donc fabriquées ici en Californie. Je vous en dis pas plus, l'endroit est merveilleux, vous allez avoir de belles images. C'est parti, on y va. La DSR, nouveau modèle de moto électrique du constructeur américain Zero Motorcycle, est au Trail DS ce que la SR est au Roadster S, c'est-à-dire une version plus performante tout en restant accessible au permis à deux. En prime, l'autonomie a été améliorée sur toute la gamme 2016. Prenez une 0DS, Roadster orienté tout chemin, offrez-lui le moteur de sa cousine SR et vous obtenez la DSR pour Dual Sport Racing. Elle bénéficie bien sûr de la nouvelle partie cycle traînée en 2015 avec des suspensions Showa entièrement réglables, l'ABS de série et des pneus Pirelli. Avec 144 Nm de couple, 67 chevaux en crête et un poids de seulement 190 kg, la nouvelle DSR a de quoi surprendre plus d'un motard par la puissance de l'accélération. Elles sont homologuées en 16 kW, leur puissance nominale. Avec une vitesse maxi de 158 km/h en pointe, la DSR ne fait pas de la figuration, mais c'est surtout au démarrage et en reprise que l'efficacité de la motorisation électrique est bluffante.
Suffit de savoir sur quel rapport vous êtes en sortie de courbe, le couple maxi est partout, tout le temps. Et rouler en silence dans la nature offre un réel plaisir. Le dernier moteur Z-Force a encore bénéficié d'améliorations pour 2016. Refroidi par air, il a été optimisé pour supporter une utilisation intensive et des vitesses plus élevées plus longtemps. Mais justement, qu'en est-il de l'autonomie ? Avec un pack batterie lithium-ion de 13 kWh désormais, elle passe à 237 km en ville et 153 en usage mixte selon Zéro. Avec le power tank additionnel en option à 2 700 € qui prend place dans le faux réservoir, cette autonomie passe à 288 et 187 km. Pour en profiter, il faudra tout de même près de 9 heures de temps de charge sur une prise domestique. Seulement 3 ou 4 heures si vous achetez le nouveau chargeur rapide en option à 2 300 €, incompatible avec le power tank puisqu'il se met aussi dans le faux réservoir, qui sert par ailleurs d'espace de rangement sans ces options. Des valeurs réalisables en y allant doucement. 3 modes sont disponibles au bouton à main droite. Sport pour pleine puissance, faible frein moteur et peu de récupération d'énergie. Eco pour 60% de la puissance, plus de frein moteur et de récupération d'énergie. Ou Custom, un mode personnalisable grâce à l'appli smartphone Zero Motorcycle. Si le cadre périmétrique, le moteur, le pack batterie et les éléments de partie cycle sont les mêmes que ceux de la SR, la DSR dispose d'une ergonomie, d'une géométrie et de réglages différents, orientation trail oblige. Jantes avant de diamètre plus élevé, débattement supérieur, hauteur de selle plus élevée, angle de chasse plus ouvert, empattement plus long, guidon plus haut et plus large, pneus mixtes et garde-boue avant surélevé confirment sa vocation plus aventurière. La position est droite et naturelle, peu en appui sur les poignets, parfaite pour une utilisation balade. En revanche, côté protection, pas de différence, il n'y en a pas. La prise en main est évidente et l'on profite d'une maniabilité déconcertante malgré la jambe de 19 pouces. La DSR reste très stable et saine sur route, profitant des bonnes suspensions Showa que l'on prendra soin de bien régler et d'un cadre rigide à souhait. Pour une utilisation tout chemin, cela pourra manquer un peu de souplesse et de flexibilité. Le confort est plutôt spartiate à cause d'une selle dure. Quant au freinage, l'étrier arrière, difficile à doser, fait ici du on-off et l'ABS y est susceptible. L'avant donnant par ailleurs satisfaction, du moins en complément du frein moteur maxi. Enfin, l'anti-patinage qui serait utile vu le couple brille toujours par son absence, mais Zéro y travaille. Cette nouvelle DSR a sans surprise confirmé le bien que nous pensions de l'ensemble moteur, batterie, partie cycle du précédent millésime, la polyvalence route-chemin et l'autonomie supérieure en plus. Reste l'absence d'anti-patinage, surtout l'épineux problème du temps de charge, plus critique encore que l'autonomie. Le tarif de 17 990 € apparaît élevé, mais il est pondéré par l'absence d'entretien moteur et l'économie en carburant. Vivement le prochain millésime de Zéro. C'est déjà la fin de cette émission, hein, c'est fou ce que le temps passe vite quand on s'amuse. Enfin, si vous avez manqué le but, relax, cette émission sera rediffusée sur Motors TV. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur motorlive.tv et plus encore sur motoservice.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye. C'est déjà la fin de